Bonjour à tous et bienvenue sur Caro Magic Books. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un spécial prix de l'imaginaire de la Books Fair, enfin prix littéraire de l'imaginaire, prix de la littérature de l'imaginaire de la Books Fair, voilà, pour être exact, alias le PLIB, pour vous parler de mes lectures du PLIB, notamment de certains coups de cœur aussi que j'ai eus. Je vais vous les faire dans l'ordre parce que si je fais les premiers et après les coups de cœur en dernier, je suis pas sûre d'avoir le temps de tout faire parce que j'ai tendance à trop blablater. Voilà, là en ce moment je suis en train de lire, justement dans le cadre du PLIB, je suis en train de lire, oh j'ai encore des superbes reflets. Cette fois j'ai pensé à allumer la lumière parce qu'on a un beau temps gris là, donc c'est pas très jojo. Je suis en train de lire Le Reflet brisé de Nina Gorlier, c'est aux éditions Magic Mirror. Je ne connais pas connaissez pas cette maison d'édition, c'est ça qui est sympa avec le PLIB, c'est que vous découvrez aussi de nouvelles maisons d'édition. C'est assez sombre pour le moment, assez sombre. On est voilà, une jeune femme qui en fait, elle fait partie de la royauté et elle est en fait elle est vendue. Hein, c'est un mariage forcé avec un roi plus âgé qui a déjà été marié pour faire la paix entre les deux royaumes. Sauf que comme vous le voyez ici, le reflet brisé, elle est défigurée par une cicatrice, donc évidemment voilà. Alors, ça se passe dans un autre monde. Pour l'instant, il n'y a pas de magie. Mais voilà, ça se passe à une époque qui ressemble un peu, je dirais, entre Moyen-Âge, Renaissance. Il n'y a pas longtemps que j'ai commencé, je suis même pas, non, je suis même pas à 100 pages, donc voilà. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup. Sinon, alors ma première lecture du PLIB, en fait, je ne savais pas encore que j'allais être jurée du PLIB, mais j'avais déjà lu le livre. Bon, je vais pas m'attarder trop dessus parce que ça fait 150 fois que je vous en parle de ce livre. C'est voilà, l'incontournable Mémoire de la forêt. Si vous ne l'avez pas encore lu, franchement, allez-y. C'est vraiment un superbe roman. Alors, c'est de la jeunesse, c'est dans la collection neuve de l'École des loisirs. C'est de Michael Brun-Arnaud qui était. Alors, je ne sais plus s'il était psychologue ou je sais plus. Enfin, il s'occupait de personnes voilà, qui avaient des troubles. Notamment de la mémoire, et c'est ce dont on va parler dans le livre. Et il s'est reconverti en libraire et maintenant il écrit. Donc il y a le deuxième tome qui va sortir au mois de mars, si je ne dis pas de bêtises. Et là, il a sorti un roman, je crois que c'est un roman policier, tout récemment. Donc foncez. Et voilà, c'est à partir de 9 ans, mais c'est un superbe livre avec des superbes illustrations. Évidemment, je vais tourner, je ne vais pas trouver d'illustrations, mais foncez vers ce livre, quel que soit votre âge. Voilà, c'est beau, c'est tout, c'est beau, c'est magnifique. Ça parle d'un sujet pas facile et c'est abordé avec tellement de poésie. C'est voilà, c'est tout en étant très réaliste et c'est vraiment un magnifique livre. Voilà. Alors ensuite, donc ça a été mon coup de cœur parce que là, on va bientôt, enfin fin février, début mars, on doit élire nos 5 romans préférés dans la catégorie. Moi, je suis jurée pour adultes et jeunesse young adulte. Donc déjà en jeunesse ça va aller, en adulte j'en ai pas encore lu assez à mon avis pour bien me faire une idée, donc on verra bien. Alors ensuite, bah non je suis bête. Alors c'est un livre qu'au départ j'ai lu en... Attendez, mes livres, je vais essayer de pas bousculer le trépied. C'est un livre que j'ai lu au départ en e-book, qui nous avait été... ou alors je l'ai eu, je sais plus comment je l'ai eu. Enfin bref, je l'avais en e-book. Il y a une suite qui est sortie. Il m'a tellement plu que j'ai acheté la suite. Mais du coup, j'ai acheté le tome 1 aussi en papier alors que je l'avais lu en e-book. Donc, c'est vous dire le coup de cœur que j'ai eu, c'est Sorcier, tome 1, Les sources de l'ombre. C'est de Maxime Fontaine et Romain Watson. Donc là encore, on est aussi sur des auteurs français. Je ne le dis pas assez, mais pareil pour Mémoire de la forêt, on est sur des auteurs français. Donc quand même, cocorico, parce que bon, voilà. Il y a de très belles choses qui sont écrites aussi en France. C'est chez Gulfstream Éditeur. Voilà, donc là on va suivre en fait plusieurs personnages. On est, on va dire, je pense, au début du XXe siècle, fin du XIXe. Ça va commencer très fort. On est dans un cirque. Et en fait, il y a un grand incendie et des personnages bizarres qui vont se promener voilà, tout autour de cet incendie. Et en fait, on va revenir un petit peu en arrière et on va découvrir ceux qui habitent, enfin qui sont dans ce cirque.
On va suivre 3 personnages. Alors, est-ce que je vais retrouver les noms? Ouf, c'est marqué là. Ernest, qui est magicien. Kétiné, qui est une envoûteuse, mais je crois que dans le cirque, elle est acrobate. Et son oncle Kilma, qui est marabout. En fait, ils se cachent en même temps dans ce cirque parce que ce sont des sorciers. Alors évidemment, pour éviter de se faire lyncher, on brûlait peut-être plus les sorciers à cette époque-là, mais voilà, pour éviter de se faire lyncher, ils cachent leurs dons. Ils s'en servent de temps en temps pour, voilà, pour leur tour dans le cirque, mais personne ne sait qu'ils sont des sorciers. Il n'y a que eux trois qui le savent. Et puis, bah, ils vont se retrouver, voilà, en fait, des enfants vont être enlevés durant leur spectacle de cirque. Et ils vont se retrouver dans un autre univers en voulant... et il y a notamment la fille adoptive d'Ernest qui s'appelle Déa, voilà, c'est ça, qui est une étrange petite fille qu'il a découverte, elle avait, je ne sais pas plus quel âge elle avait, mais qu'il a adoptée, qu'il a pris sous son aile, mais qui est assez étrange. Son personnage va se développer d'ailleurs au fur et à mesure de l'histoire. Et donc ils vont se retrouver dans un autre univers peuplé de sorciers. Alors c'est marrant parce que c'est des sorciers qui découvrent d'autres sorciers très puissants qui jouent avec la magie mais qui en abusent même. Et voilà, c'était... enfin, moi j'ai adoré l'histoire, l'écriture, ça se lit très bien. Le rythme est génial. Enfin voilà, je trouve qu'il y a pas de... Il y a toujours du rythme, même les passages où on explique un peu le monde dans lequel ils vivent. Voilà, ils vont faire plein de rencontres, mais on retient bien les noms des personnages. Ils vont rencontrer des... Alors, je sais plus si c'est des tziganes qui sont des métamorphes en même temps. Bon, je vais peut-être pas trop vous en dire. Ils vont faire des voyages, ils vont traverser... voilà, traverser des portes pour se retrouver dans un autre pays. Voilà, sachant que Kétiné et Kilma sont tous les deux d'origine africaine. Donc il y a aussi ce côté, le côté ils sont pas super bien. Alors déjà c'est des artistes de cirque, on les aime pas trop, ils cachent qu'ils sont sorciers. Et en plus, bon bah voilà, comme ils sont Kétiné et métissés, son oncle je sais plus, mais voilà, ça plaît pas trop non plus. On se méfie d'eux pour plusieurs raisons. Et voilà, ils vont se retrouver plongés dans un monde de sorciers très puissants qui se battent en fait pour le pouvoir, enfin pour d'autres choses, mais on sait qu'à la fin il y a vraiment une fin qui est époustouflante. Moi j'en ai tremblé quand même pour les personnages. Je me suis dit il va y avoir des morts, c'est obligé. Et voilà, et franchement, mais ce livre m'a plu, mais ça a été un pur moment de lecture, de bonheur de lecture, ce livre, mais j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Donc voilà, celui-là, il fera partie de mes 5 sélectionnés avec Mémoire de la forêt. Je ne peux pas passer à côté, c'est pas possible. Et voilà, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'univers, j'ai adoré l'écriture, enfin voilà, c'est super. Et puis alors, vous voyez la beauté du livre, et en fait, quand vous ouvrez le livre, voilà, vous avez en fait des cartes de tarot. Là, vous avez l'empereur, l'étoile, la lune, le battleur. Vous avez la même chose à la fin. Alors, c'est une trilogie. Donc, dans le tome 2, vous avez la même chose. Donc, les cartes, vous pouvez les découper, sachant que quand vous ouvrez, vous retrouvez les... Voilà, ça, c'est la partie à découper. Vous retrouvez les mêmes, voilà, les mêmes personnages. Donc, vous n'amputez pas le livre. Mais moi, je vous avoue que couper le livre, puis lui enlever cette partie-là... Pourtant, j'en ai envie, hein. Les cartes de tarot, tout ça, bah, ça me déplairait pas, mais j'ai peur de l'abîmer, j'ai peur de mal le couper. J'ai l'impression que je vais l'amputer de quelque chose, ce livre. Et je me demande si je vais pas finir par me faire des photocopies. Alors, le problème, c'est que voilà, c'est en dur quand même. Mais faire des photocopies, les plastifier, j'ai pas envie de l'abîmer, ce livre, en fait. Et le deuxième est plus dans les tons orange, mais il est magnifique aussi, je vous le montrerai. Plus tard, je ne l'ai pas encore lu, là, pour le moment, parce que je suis plus dans les livres voilà, qui ont été mis voilà, pour le PLIB cette année. Alors, le mois de février va être consacré à une exception près, sinon ça va être vraiment consacré au PLIB. Donc, j'ai plein de lectures communes en route. Ensuite, j'ai lu Sorcier. Qu'est-ce que j'ai lu après? Je ne dis pas de bêtises. Une armée à moi seule, d'Anthony Combreauxel aux éditions 404. Alors là, en fait, on va suivre une jeune fille, Cléo, qui est nounou. Bon, on sait qu'elle cache quelque chose. Enfin, il lui est arrivé quelque chose. On ne sait pas trop quoi. Quand elle quitte son service de babysitting, elle se retrouve poursuivie par un homme, mais à l'allure très étrange, mais surtout armé, qui la poursuit. Et elle se fait renverser par une camionnette et 3 femmes apparaissent. Donc elle a 19 ans, mais parmi ces femmes, il y en a une qui est très âgée, une qui doit avoir dans les 30-40 ans, et une petite fille, et qui lui ressemble toutes fortement.
Voilà. Et Cléo va se réveiller à l'hôpital en se demandant ce qui lui est arrivé. Et on va savoir par la suite qui sont ces 3 femmes, pourquoi cet homme la poursuivait. Voilà, ouais, le pitch de départ est super, quoi. C'est quand vous lisez le résumé, avec une envie, c'est vous plongez dedans. D'ailleurs, j'ai acheté un autre roman de cet auteur. Je ne savais pas qu'il avait écrit d'autres livres. Voilà, j'avais envie de découvrir ces autres livres, même si c'est pas, voilà, ça n'a pas été un coup de cœur, ça a été une très bonne lecture, mais j'ai envie de continuer quand même à découvrir son univers. Je me suis acheté un autre livre. Ne me demandez pas le titre, je ne m'en souviens plus, mais je vous le présenterai lors d'un book haul. Mais voilà, ça a été une bonne lecture. Il est sélectionné dans les 25 parce qu'on a fait d'abord une présélection de 80 livres, ensuite de 25, et la prochaine ce sera de 5. Alors 5 en jeunesse, young adulte et 5 en adulte. Voilà, donc celui-là faisait partie des 25, Sorcier fait partie des 25, Mémoire de la forêt fait partie des 25. Parce qu'il y en a un, à mon avis, que je vais vous présenter, qui n'a pas été retenu dans les 25. Ouais, qui était dans les 80, mais pas les 25. Donc voilà, donc c'est une bonne histoire bien rythmée qui va vous parler. Vous voyez, vous avez des serpents, vous avez des symboles un peu ici. Il y a toujours des superbes couvertures. Et on va se retrouver avec, avec des dieux, des anciennes croyances. Cléo va se retrouver embarquée dans des aventures incroyables. Il y a tout un pan de l'histoire qui se déroule dans un camp. Moi, ce camp, il m'a fascinée, quoi. C'est un camp sympa, hein. C'est pas un camp dans le mauvais sens du terme. C'est voilà, l'organisation, les différentes personnes qu'elle va croiser. Donc, je ne vais pas trop vous en dire pour ne pas spoiler. C'est à découvrir. J'ai vraiment beaucoup aimé ce passage. Puis c'est pareil, on a un final, on va comprendre voilà, on a les réponses. On comprend le pourquoi du comment et ce que va en faire Cléo après, une fois qu'elle saura tout ça. Ensuite, ma lecture suivante, je pense, sans dire de bêtises, que c'est Les Sortilèges de Zora. Alors là, par contre, je l'ai lu en e-book. Alors, c'est une bande dessinée à la base. J'espère que je n'ai pas tapé dans le pied. Je crois que si, malheureusement. Non, je vous dis une bêtise, c'est pas les sortilèges, mais c'est pas grave, bon, c'est pas grave, je les ai pas pris dans l'ordre, mais c'est pas grave. Alors, les sortilèges de Zora, à la base, c'est une bande dessinée. Alors, moi, je les ai demandés à une bibliothèque partenaire, voilà. Vous voyez, c'est Sortilèges de Zora, tome 1 et 2. Petite histoire de sorcière, moi, ça m'a plu. Bon, c'est plus de la jeunesse, hein, mais voilà. Donc, j'ai lu et ils ont adapté en roman. Je crois qu'il n'y a que le tome 1 qui est sorti pour le moment. C'est une sorcière au collège. Vous voyez, c'est la même couverture que la bande dessinée. C'est chez Rajo et c'est de Rémi... Non. Alors, je ne vous dis pas de bêtises, c'est de Eva Greenspan. Je prononce certainement très très mal son nom. Bon, ils sont plusieurs parce qu'il y a quelques illustrations aussi dans le e-book, parce que dans la bande dessinée, c'est Judith Peignan et Ariane Delrieux. Donc, évidemment, elles sont aussi là, c'est pas noté sur la couverture du livre, mais à la fin de l'e-book, vous les retrouvez. Hein. Vous retrouvez le nom de celle qui est adaptée en roman et puis des deux créatrices de la bande dessinée. Je vous renoterai de toute façon que vous ayez bien le nom, parce que là, je le prononce certainement très mal. Voilà, donc en fait, Zora, c'est une petite sorcière et elle doit rentrer au collège, ce qui l'embête parce qu'en fait, dans sa famille, personne ne rentre au collège. Les sorciers ne rentrent pas au collège. Alors, quelle idée sa grand-mère a eu de l'envoyer au collège? Parce que, en fait, ses parents ne sont pas là, parce que ses parents sont en train de se battre pour la survie des sorciers. Donc, sa grand-mère l'a prise sous son aile. Alors, elle vit dans une maison, évidemment, sur le toit d'une maison qui paraît plus petite quand on la voit de l'extérieur, mais qui est très grande à l'intérieur, qui est bourrée de plantes. Alors, à mon avis, j'ai pas feuilleté beaucoup la BD, mais ça doit être, je pense, au niveau image. Enfin, moi, j'adore ce genre d'image. J'adore ce genre de dessin. Voilà, c'est les dessins qu'on a depuis quelques années. Moi, j'adore. Je suis conquise par ce genre de dessin, déjà. Vous voyez, là, vous avez la maison, voilà, vous voyez, sur le toit, et vous avez plein d'arbres, voilà, vous avez une forêt entière, en fait, plein de plantes. Donc, c'est assez magique. Alors, je crois que c'est à partir de 9 ans. Moi, franchement, c'est le genre de lecture... voilà. Jeunesse, j'avais plus trop le temps d'en lire. Je suis contente, là, j'en ai lu 2. Et ces 2, ça a été des lectures bonbons, des lectures doudous. C'est super agréable parce que Zora, elle ne veut pas aller au collège, évidemment. Les autres n'y sont pas allés. Pourquoi est-ce qu'elle irait? Donc, elle ne veut absolument pas y aller. Elle se retrouve obligée. Là-bas, elle se retrouve un petit peu parce qu'en plus, sa grand-mère l'habille, mais façon uniforme de collège. Sauf que le collège dans lequel elle va, ils ne sont pas en uniforme. Donc, elle est un petit peu en décalage.
Son pouvoir, elle le tient de ses cheveux. Sa grand-mère a une formule magique pour lui attacher les cheveux sans qu'elle puisse les détacher, donc elle ne peut pas utiliser la magie. Puis elle va faire des rencontres dans son collège. Elle va faire quelques gaffes, évidemment, alors qu'elle ne doit pas se faire remarquer pour ne pas être attaquée. Enfin voilà, c'était voilà, une lecture très agréable, avec un petit peu de mystère, un petit peu d'action, puis il va se passer d'autres choses après. Donc je ne sais pas au niveau de la bande dessinée, moi j'ai que les 2 premiers tomes, s'il y en a un autre de sortie. Je me demande d'ailleurs si je ne vais pas acheter, sauf si on peut l'avoir par une autre médiathèque, si je ne vais pas les acheter pour la médiathèque où je travaille, parce que franchement c'est une très bonne lecture. Alors, sur le coup, ça peut faire penser peut-être plus pour les filles, mais en fait, ça peut être lu par des garçons aussi, moi je trouve. Mais voilà, c'est vraiment les lectures super agréables, doudou et tout, donc j'ai beaucoup aimé. C'est dommage que ça n'ait pas été retenu dans les 25, mais bon, c'est comme ça, hein, c'est un peu le jeu, hein. On ne peut pas retenir tous les livres. J'ai lu aussi, alors là on part quasiment dans autre chose, La Cour des Ombres de Marion Lecomte. C'est aux éditions Kiwi. Alors là, on va se retrouver avec la mythologie grecque. Moi, je suis contente parce que j'étais fan de mythologie grecque quand j'étais plus jeune, et je suis contente de voir que ça revient à la mode en fait. On en voit partout. Alors, il y en a, je sais qu'au bout d'un moment, c'est un peu. On parle beaucoup d'Hadès et de Perséphone. D'ailleurs, on verra Hadès et Perséphone aussi dans la cour des ombres, d'où le nom d'ailleurs, la cour des ombres. En fait, le début m'a un peu. J'avais pas relu le résumé, donc j'étais surprise par le début parce qu'on se retrouve à la cour de Louis XIV, la cour du roi Soleil. Et évidemment, en tant que roi Soleil, bien sûr c'est un catholique, hein, Louis XIV, mais il voue un culte aussi à Apollon, le dieu soleil. Enfin, c'est pas le dieu soleil dans la mythologie grecque, mais c'est le dieu qui représente le soleil, tout ce qui est solaire, les arts. Voilà, même si le dieu c'est Hélios, le dieu du soleil, mais voilà, Apollon, c'est un dieu super connu. C'est lui qui a la pitié de Delphes, qui fait les oracles. Enfin, c'est un dieu qui a un rôle très important dans la mythologie. Donc, en fait, en vouant ce culte discret à Apollon, Louis XIV va réveiller Apollon, parce que tous les dieux grecs, du fait que les humains ne leur rendent plus d'hommages, ne leur font plus de sacrifices, ne pensent plus à eux, se sont tous plus ou moins endormis, ils sont dans un sommeil, ils sont en stase, et Apollon se réveille. Suite à ça, il réveille d'autres j'allais dire sorciers, je suis encore dans mes sorciers, d'autres dieux, et notamment Zeus ou sa sœur Artémis, Athéna, voilà. Et il décide tout simplement, ces dieux, de descendre sur Terre et de prendre le pouvoir à Versailles, de se nommer les successeurs de Louis XIV. Donc on va les voir, voilà, mettre en place leur nouveau royaume à Versailles, en France. Et on va surtout voir qu'il y a concurrence entre Zeus et Apollon, parce que Zeus c'est le roi des dieux, grec, loin. Mais Apollon est tellement brillant, il est tellement adoré par Louis XIV et les courtisans de Louis XIV, par la force des choses, hein, ils font comme leur roi, hein, qui se retrouvent en concurrence. Donc la première partie va tourner autour de cette concurrence entre Zeus et Apollon. La deuxième partie, on va voir apparaître Hadès et Perséphone. Moi, j'ai bien aimé. Alors, j'ai pas trop lu toute la littérature, j'ai pas encore lu l'Or Olympus, j'ai pas lu Hadès et Perséphone, j'ai pas lu toute cette littérature autour d'Hadès et Perséphone. Par contre, je vous dis, quand j'étais plus jeune et que j'adorais la mythologie grecque, je trouvais qu'on parlait très peu d'Hadès et Perséphone. À part le fait que Hadès a enlevé Perséphone et que du coup, sa mère Déméter, qui est la déesse de la terre et de la terre, quoi, pas de la planète, mais de la terre, la déesse de la fertilité, des saisons, avait plongé le monde entier dans un hiver froid parce qu'elle avait perdu sa fille. Du coup, il y a un deal qui a été trouvé. Perséphone passe la moitié de l'année avec sa mère, ce qui fait qu'on a l'été et le printemps, et l'autre moitié avec Hadès, ce qui fait qu'on a l'automne et l'hiver. Et là, je trouvais bien de les voir, parce qu'après ça, on n'en parle plus en fait de ces dieux-là. Et là, je trouvais bien de voir Hadès et Perséphone, de les voir sous un autre jour, de voir l'amour qu'ils se portaient, de voir en même temps que Perséphone était toujours un peu déchirée entre sa mère et son mari, et de voir comment ils allaient installer les choses. Parce que contrairement à Zeus, c'est des gens qui pensent au peuple. Parce que Zeus, il n'en a rien à fiche, hein. Lui, tout ce qu'il veut, c'est qu'on l'admire, il fait construire des statues de lui partout, voilà. Donc, il y a une autre cour qui va se mettre en place, voilà. Donc, il y a plein d'intrigues de cours comme ça, toujours avec les dieux.
Et en fait, l'histoire va quand même suivre, l'histoire avec un grand H va quand même suivre son cours. Je ne sais pas trop vous en dire. Voilà, disons qu'on ne peut pas arrêter l'histoire, même quand on est un dieu. Il y a un dieu d'ailleurs qui était plutôt un dieu qui reste dans l'ombre, qui là va être mis en avant aussi à un moment de l'histoire et qui va en fait sceller le sort des dieux, on va dire. Et puis voilà, vous avez une fin qui ouvre sur autre chose et qui m'a fait dire que oui, en fait, on a besoin de voilà. C'était des dieux qui étaient révérés avant, plus maintenant, mais ça fait dire quand même qu'on a toujours besoin de rêver, qu'on a toujours besoin d'imaginaire. On ne peut plus bien tomber pour le plib. Voilà, on a toujours besoin d'imaginaire, on a toujours besoin d'imaginer des créatures, même si on n'y croit pas, même si c'est pour se faire peur, même si c'est pour raconter des contes aux enfants, mais qu'on a toujours ce besoin en nous de voilà d'avoir cette touche d'imaginaire, d'imaginer qu'il y a d'autres créatures, qu'il y a autre chose qui voilà. Voilà. Pour moi, la fin du livre m'a fait penser, m'a vraiment fait. J'ai eu cette réflexion là, et j'ai trouvé ça beau. Il y a aussi un personnage, alors je sais que l'auteur m'a dit qu'elle a, voilà, qui a en fait un mortel au départ, qui va jouer un rôle assez important aussi, qui a plu apparemment, il y a une fan base de ce personnage humain qui va suivre tout le temps les dieux. Et au début, il est marrant parce qu'au départ, il sent qu'il y a quelque chose de pas normal, mais il se tient en retrait. Petit à petit, il s'habitue à la façon d'être d'Apollon, parce que c'est le serviteur d'Apollon. Et puis voilà, petit à petit, on va le voir évoluer. Bon, je sais pas trop vous en dire, je vous en ai dit beaucoup déjà, mais voilà, c'était sympa. Et apparemment, ce personnage a une fan base très importante, m'avait dit l'auteur, donc c'était assez marrant, quoi. Moi, je me suis plus arrêtée sur Hadès et Perséphone, d'autres personnes sont plus arrêtées sur ce personnage humain, quoi. Donc voilà, c'était assez sympa. J'ai oublié d'ailleurs, en fait, je ne les ai pas fait du tout dans l'ordre dans lequel je les ai lus, parce qu'évidemment, je me suis trompée, mais c'est pas grave. Donc ça, c'est mon troisième coup de cœur. Ah, c'est toujours en jeunesse young. Je vous dis en jeunesse young adulte, je ne vais pas avoir trop de mal, je pense, à trouver des coups de cœur. Vous avez certainement entendu beaucoup parler. C'est Tiziri de Alexiane de Lys. Alors là, c'est le tome 1, Le choix d'Astar. C'est aux éditions Plume Blanche. Hein, c'est ça, oui, Plume Blanche, je dis pas de bêtises, Plume Blanche. Et là, ça a été un coup de cœur intégral. Alors, c'est vrai que ça fait penser au film Avatar. Mais bon, après, il n'y a pas que ça, quoi. Je veux dire, en fait, on va suivre Tiziri. Elle vit sur Terre. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais on voit... si ça veut bien se remettre droit, on voit le personnage à peu près là. Si vous voyez, elle a des cheveux blancs. En fait, elle est albinos. Donc, elle vit sur Terre. La planète a été... la planète Terre, donc c'est dans le futur, a été envahie par des extraterrestres qui ont complètement transformé la nature, ce qui fait que la nature, maintenant, s'attaque aux êtres humains. Donc, ils vivent confinés dans une... Comment dire dans une cuve assez éloignée de la nature, voilà, où il n'y a pas trop d'arbres, pas trop... C'est une véritable jungle, en fait. Mais ils ont quand même besoin de manger, donc il y a des chasseurs qui vont chercher à manger, qui vont chasser, donc Tiziri. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est supportée par son peuple, parce que comme elle est albinos, elle est rejetée. Mais comme c'est la meilleure chasseuse, on l'accepte. Mais c'est très dur parce que ils organisent au bout d'un moment, quand ils atteignent un certain âge, ils organisent une cérémonie pour marquer leur entrée dans l'âge adulte où ils vont pouvoir se marier, fonder une famille. Sauf que Tiziri, on lui refuse parce qu'elle est albinos, qu'on ne veut pas que sa tare soit transmise à d'autres enfants. Enfin, ça n'empêche pas d'être une très bonne chasseuse. Hein. Donc, le seul truc qu'elle a, c'est qu'elle doit faire attention au soleil. Et évidemment, ses yeux sont fragiles, mais bon, par ça n'empêche pas d'être une très bonne chasseuse, une grande aventurière. Parce que normalement, il y a des limites à ne pas dépasser au niveau dans une partie de la forêt. Enfin, moi, j'appellerais même ça une jungle, parce que vraiment, la nature a repris ses droits. Je veux dire, au point que les lianes essaient de l'attraper par les pieds, les branches, lui mettre un coup dans la tête. Enfin, voilà, la nature est vraiment contre l'espèce humaine. Vous me direz, c'est un juste retour des choses. Ça m'a fait un peu penser à ça. Mais bon, bref. Mais en même temps, Tiziri, elle est pas... Voilà, c'est un personnage vraiment très sympathique. Et elle a un jeune frère qui, lui, n'est pas albinos. Mais à son frère, on va refuser aussi. Il est encore trop jeune. Mais elle apprend qu'on va lui refuser aussi parce que sa sœur est albinos. Ouais, c'est une société très dure. Donc, elle se révolte contre ça.
Elle est un peu malmenée par les autres, mais elle ne se laisse jamais faire. Donc c'est un personnage féminin quand même assez fort. Et puis un jour, en allant dans la forêt, la partie interdite, elle va tomber sur un extraterrestre qui va la capturer. Et là, évidemment, il va y avoir plein de rebondissements, plein de choses auxquelles on ne s'attendait pas. Voilà, on va avoir une toute autre vision. Et c'est super bien écrit. Tiziri est un personnage que j'adore. Voilà, c'est une jeune femme qui est différente, mais qui ne se laisse pas faire. Bon, après, je ne sais pas trop vous en dire, mais c'est vrai que la façon dont elle va, parce qu'elle va arriver dans le camp des extraterrestres, à la limite, bon, il l'aime pas parce que c'est une humaine. Hein. On va comprendre pourquoi après. Mais à la limite, il lui reproche pas d'être albinos, quoi. C'est pas la limite, d'ailleurs, il lui reproche pas, il s'en fiche qu'elle soit albinos, c'est une humaine, c'est la seule chose qu'il lui reproche. On comprend après pourquoi. Mais je veux dire, quelque part, ils sont moins durs que les humains qui la traitent pas bien, qui l'empêchent de, voilà, de pouvoir se marier. Voilà, donc il y a vraiment une histoire, il y a vraiment des rebondissements. Il y a des choses secrètes, des choses cachées que Tiziri va découvrir. L'écriture de l'auteur est vraiment prenante. Vous avez cette jeune fille là qui est perdue dans cette jungle hyper hostile. Et on se dit oui, c'est un juste retour des choses. Et en même temps, elle est obligée de se battre contre cette jungle. Et puis il y a cette rencontre fantastique avec, voilà, avec les extraterrestres. Donc la suite doit sortir cette année, mais je crois que c'est pour fin d'année aussi ou mois de septembre, je sais plus. Enfin, moi, j'ai hâte. Hein. Clairement, il est déjà dans ma wishlist. J'ai acheté 2 autres romans de cet auteur, Les Ailes d'Émeraude. Je crois que c'est une duologie. Enfin, j'ai les tomes 1 et 2. Donc, voilà. En attendant, bon, il paraît qu'il est moins bien. J'en sais rien. Je me ferai mon propre avis. Mais voilà, c'est pour ma frustration parce que j'ai plus de... j'ai plus de lecture sinon de Alexiane de Lys et j'ai hâte d'avoir la suite de Tiziri. Donc voilà, en fait, Sorcier, Mémoire de la forêt, Tiziri, voilà, sont dans mes coups de cœur au niveau jeunesse et young adulte. Voilà, vous avez déjà ces 3-là pour moi, voilà. Le reste, ça va être plus compliqué, il va falloir que j'en lise un peu plus, parce que j'en ai pas lu beaucoup en adulte en plus. Ensuite, j'ai lu La Cité des songes de Georgia Caldera. Enfin, j'ai lu Georgia Caldera. Je n'avais jamais lu Georgia Caldera. Vous comprenez pourquoi j'étais super contente d'être dans le PLIB. Et franchement, j'étais super contente de ma lecture. Alors là, c'est un tome à la Cité des songes. C'est aux éditions J'ai lu. C'est le tome 1, Une couronne de roses et de givre. Alors c'est pareil, on va se retrouver dans un autre univers. La Terre a subi de grands cataclysmes. Et les gens se sont réfugiés dans des tours qui ont été construites par d'anciens architectes. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas les plans de ces tours et qui commencent à se fissurer et ils ne savent pas comment les réparer. Donc, il y a plusieurs royaumes. Il y a des abîmes qui s'ouvrent parce que la Terre continue de bouger, de créer des séismes. Il y a des abîmes qui s'ouvrent et qui laissent sortir de leurs abîmes des créatures voilà, pas du tout sympathiques. Des sortes de dragons. Alors, il y a des Weird, des dés, je ne sais plus comment s'appellent les autres. Donc, voilà, des créatures très dangereuses. Voilà, on vit dans un monde assez hostile. Alors, on va suivre 3 personnages. Il faut que je retrouve les prénoms, parce que moi, les prénoms, c'est compliqué. On va suivre Auréa, alors, qui est une chasseresse, une thaumaturge, c'est-à-dire qu'elle est sorcière, elle peut manipuler un des éléments. Elle, c'est la terre, si je dis pas de bêtises, ou c'est le vent. Bon, je sais déjà plus, c'est horrible. En plus, il y a de superbes images qui ont été dessinées par l'autrice. Vraiment, elles sont superbes. J'adore. Et justement, en tant que thaumaturge, elle a une améthyste qui est qui est incrustée dans son... Incrustée, voilà, au-dessus, enfin près de son cœur, mais voilà, ici en haut. Et si vous cassez cette améthyste, la thaumaturge meurt. On ne les appelle pas vraiment des sorcières, meurt. Donc on va d'abord suivre Auréa et elle se retrouve à devoir... en fait, la princesse de sa cité doit épouser le prince d'une autre cité pour qu'il y ait une alliance entre les deux, pour renforcer leurs liens, pour lutter contre les monstres qui sortent des abîmes et pour lutter contre la cité des damnés.
Alors ça, c'est un truc horrible, la cité des damnés, ce que les gens ont fait à ces gens qui habitent cette cité. Au départ, la cité des damnés, en fait, c'est tous les autres êtres humains ont mis tous les criminels dans cette cité. Alors c'est la cité en plus qui se trouve le plus près de l'abîme, du plus gros abîme qui a laissé sortir les créatures, en sachant qu'en plus, il y a une créature qui vit sous terre, qui est immense et qui crée ces séismes. Le dévoreur, je crois, on l'appelle, je sais plus, j'ai un doute, mais voilà. Donc, il crée ces séismes en plus, et la cité, voilà, cette cité a été construite là, donc il n'y a quasiment rien à manger, il n'y a pas de ressources naturelles, et voilà. Donc, au départ, on a mis tous les criminels là, quel que soit leur niveau de criminalité, et ensuite, on a mis tous les malades. Donc, vous voyez, mais il faut être mais vraiment sans pitié pour faire ça. Et cette cité des damnés a réussi à, voilà, une reine a réussi à, d'ailleurs, on va parler de rénum et pas de royaume, parce que quasiment toutes les cités sont gouvernées par des reines, sauf la cité, alors comment elle s'appelle la tour de Givre. Donc c'est la princesse de la tour de printemps, ou Vioria, qui doit épouser le prince de la tour de Givre. Et dans la cité des damnés, il y a une reine donc, qui a réussi à rassembler le peuple et il commence à attaquer les autres cités pour s'emparer de leurs ressources naturelles. On peut pas, en même temps, on ne peut pas leur en vouloir, hein. On n'a rien fait pour les aider. Alors, à savoir que les habitants ont tous des... Par exemple, ils ont des écorces sur les... Ils ont des cornes, ils ont des rochers. Enfin, ils ont tous des maladies qui les ont transformés. Et on va suivre un troisième personnage qui est Rin. C'est R-I-2-N, qui elle est une chasseuse et qui va aussi, enfin qui est une guerrière, vraiment pas une chasseuse, et qui voue un culte à sa reine et qui l'aide à attaquer les cités et à lui rapporter la tête des monarques. C'est sympathique. On la voit moins, Rin, on voit surtout donc Auréa et Rosarian, qui est le prince héritier de la cité de Givre. Donc Auréa, malheureusement, comme la princesse de la cité du printemps s'est fait la malle. Auréa lui ressemble, donc on décide tout simplement de la remplacer, celle qui doit épouser Rosarian, sauf que Rosarian, alors déjà, il a un bandeau sur l'œil, il a tout un appareillage sur une jambe, il boite, il est aimable comme une porte de prison. Donc je ne sais pas pour la pauvre Auréa. Et encore ça, c'est que la partie cachée de l'iceberg, parce que la partie émergée de l'iceberg, voilà, elle va découvrir des tas de choses. Ils font des rêves, hein, ces personnages, enfin Rin et Auréa surtout. Et en fait, leur rêve, ce serait de trouver la cité des songes qui leur permettrait de lutter contre les monstres, de trouver un abri définitif. Donc voilà, donc moi j'ai beaucoup aimé ma lecture, ça se lit très bien, je me suis beaucoup attachée aux personnages et à la relation entre Auréa et Rosarian. Et vous avez un cliffhanger à la fin, et vous dites « Ah, la suite elle sort qu'en septembre je crois ». C'est un peu les boules. Mais bon, c'est comme ça, il va falloir attendre la suite. Donc une très bonne lecture aussi, enfin, pour ma première lecture de Georgia Caldera, j'avoue que j'ai vraiment été très contente. Je vais devoir vous laisser ici avant que ma vidéo ne coupe. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire, un emoji ou à vous abonner pour soutenir la chaîne. Moi, je vais vous laisser ici. Je vous souhaite de belles aventures livresques et je vous dis à bientôt. Bye bye.